On va parler de là, on a parlé beaucoup des neurones, des nerfs et tout. Tout ce qui me reste à faire, c'est de vous présenter les autres cellules qu'il ne faut pas oublier. Les gliocytes qui, je vous disais, sont très importantes pour permettre le maintien des neurones en vie puis faire en sorte que le système nerveux fonctionne bien et correctement. Donc, on a déjà parlé de certaines caractéristiques. Eux autres, contrairement aux neurones, ils peuvent se reproduire. Donc, s'il y a des gliocytes qui meurent, on peut les remplacer par mitose, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas excitables, donc ils ne réagissent pas aux influx, aux stimuli, puis ils ne font pas d'influx nerveux, contrairement aux neurones. Okay? Donc, ça, ils ne peuvent pas faire ça. Bon, ça, c'est un détail. Ils sont très petites. Donc, c'est les neurones qui sont géants. Les gliocytes, c'est des petites cellules, souvent autour, satellites, si vous voulez, qui entourent le neurone. Et il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont des fonctions clés, comme je disais, mais ils sont très nombreuses, en fait. Si on compte toutes les cellules de votre corps, la moitié, c'est des neurones, puis l'autre moitié, c'est des gliocytes. Donc, il y en a autant. On parle tout le temps des neurones dans le système nerveux, mais il y a autant de gliocytes que de neurones. Et à partir de maintenant, là, ici, c'est plus du par cœur. Donc, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Vous connaissez vos gliocytes, leur nom, leur fonction, puis c'est qu'on les retrouve, et c'est tout ce que je peux vous demander à l'examen. C'est pas compliqué. Vous pouvez déjà prédire les questions d'examen pour ce sujet-là. Je vous dis, exemple, un astrocyte, ça fait quoi? Quelques fonctions. Vous êtes capable de nous expliquer dans vos mots et comprendre ce que ça fait. Parfait. L'autre question que je vais vous demander, qui est aussi un petit peu de par cœur, c'est le gliocyte. S'il fait partie du système nerveux central ou périphérique. Et il faut être capable de faire les déductions. Donc, je peux déguiser mes questions. Exemple, le SNC, on a déjà vu que c'est la moelle et le cerveau. Donc, je peux vous dire, est-ce que les astrocytes, dans quel organe on retrouve les astrocytes? Est-ce qu'on les trouve dans le nerf d'un bras, un nerf spinal, ou dans le cerveau? Vous êtes capable de me dire que c'est un cerveau, parce que le cerveau fait partie du SNC. Donc, ces gliocytes-là que je vais vous présenter font partie du système nerveux central. Donc, généralement, on va les retrouver pour la plupart dans la moelle et le cerveau. Et à la prochaine diapositive, je vais vous présenter les gliocytes qui sont dans le système nerveux périphérique. Et ceux qui sont dans le SNP, le périphérique, ne sont pas dans le SNC. Ils changent de nom parce qu'ils ne sont pas en même place. Puis ils ont des rôles un petit peu différents. Jamais je vais vous mettre un dessin pour essayer de les identifier. C'est une figure d'artiste pour vous aider, mais ça ne reflète pas nécessairement la réalité. Donc, les premiers gliocytes ici du système nerveux central, il y en a 4. Okay? Je commence par les astrocytes, qui sont extrêmement importants. Les astrocytes, ils ont dessiné en vert ici. A-cyte, ça veut toujours dire cellule, en passant, C-Y-T-E-S. Érythro-rouge, cyte, cellule, érythro-rouge, cellule rouge, des globules rouges. Okay? Donc, ostéocyte, ostéocyte, cellule de l'os. Astro, c'est un astre, étoile. Cyte, c'est des cellules étoilées. Bon, le premier biologiste qui les a trouvés avait beaucoup d'imagination. Il se sentait, je ne sais pas moi, la fibre poétique. Puis, on les appelait les cellules étoiles, astrocytes. Ça ne dit pas grand-chose sur la fonction, mais on les reconnaît facilement. On voit, en fait, moi, c'est plus des cellules... je trouve que c'est plus une pieuvre qu'une étoile, je vous explique. C'est une cellule qui va faire des espèces de tentacules de cytoplasme, comme une pieuvre avec des tentacules, sauf que là, c'est des projections des tentacules de cytoplasme. Et c'est relié à la fonction. Et regardez bien, j'ai un astrocyte qui est ici, j'ai un vaisseau sanguin qui alimente, exemple, votre cerveau ici, et j'ai ici un neurone. Okay? La première fonction de l'astrocyte, c'est de protéger les neurones et ça forme une espèce de mur, on va dire une barrière entre le sang et le neurone. Et quand je parlais de tentacules, bien regardez, on fait un tentacule ici qui vient s'appuyer, s'accoter comme ça, faire contact, si vous voulez, sur le neurone. Et de l'autre côté, je vais faire contact avec les tentacules de cytoplasme, les prolongements de cytoplasme sur le vaisseau sanguin. Et littéralement, ça forme une espèce de barrière protectrice. On appelle ça la BHE pour barrière héma, ça veut dire sang, donc barrière hémato-encéphalique. C'est encadré ici, un mot extrêmement important. Il y a une grande implication pour la biologie médicale, je vous en parle en 2 secondes. Donc, dans ce cas-ci, la BHE, la barrière hémato-encéphalique, sans cerveau, c'est fait par les astrocytes et c'est pour protéger les neurones de votre cerveau. En fait, normalement, toutes les molécules qui sont en circulation sanguine, qu'elles soient toxiques ou pas, elles vont quitter les vaisseaux sanguins pour affecter les cellules de vos organes. Ici, le cerveau, il y a une barrière supplémentaire qu'on ne retrouve pas dans les autres organes. Okay? Donc, dans ce cas-ci,
on va voir que la barrière hémato-encéphalique, là, il y a juste un astrocyte, mais imaginez-vous des millions d'astrocytes comme ça qui vont longer le vaisseau sanguin, forment une barrière. Donc, la molécule qui est ici, elle doit être capable de passer à travers des projections de cytoplasme, traverser l'astrocyte, passer l'autre projection pour venir affecter le neurone. Donc, l'oxygène, le glucose, certains nutriments vont pouvoir passer, mais certaines graisses, d'autres nutriments ne passent pas. Certaines molécules toxiques, bactéries vont être bloquées, puis il y en a d'autres molécules toxiques comme l'alcool qui peut passer. D'ailleurs, si on a pris un verre de trop, puis on commence à avoir des effets, c'est la preuve que les neurones sont affectés dans leur métabolisme, dans certaines régions particulières du cerveau, et dans ce cas-ci, c'est parce que la barrière n'est pas étanche. Donc, elle n'est pas 100% efficace. Mais en gros, ces astrocytes sont extrêmement importants parce que cette barrière-là, et ça, c'est pas tant expliqué dans le livre, mais je veux que vous le sachiez, c'est qu'on contrôle, cette barrière d'astrocytes ou la BHE contrôle la circulation des substances dans le sang vers l'encéphale. C'est comme un garde-frontière, c'est pas n'importe qui passe. Et on va empêcher généralement le passage de certaines molécules toxiques. C'est pas 100% étanche, malheureusement il y en a qui vont passer, qui ne devraient pas. Puis malheureusement aussi il y a des nutriments, certains éléments bénéfiques pour le corps qui sont bloqués. Ça a un impact parce qu'il y a des médicaments que vous allez donner, que vous allez apprendre un jour, c'est pas mon travail, mais en soins ils vont vous apprendre, ils sont sûrement en bio 2, des fois j'en parle un peu, mais l'idée, c'est qu'il y a des médicaments qui vont passer la barrière hémato-encéphalique et vous ciblez pour une maladie X ou Y. Votre but, c'est pas d'affecter le cerveau, mais malheureusement, la composition chimique et la forme 3D de la molécule du médicament fait en sorte qu'elle passe la barrière, elle est liposoluble, passe à travers la membrane et on va affecter. Et là, les effets secondaires peuvent affecter certaines facultés cognitives, certains comportements chez le patient. Puis des fois, voyons, non, on traite une maladie X, puis le patient, il réagit, puis tout ça. Ouais, c'est peut-être juste ça. Si vous voyez sur le datasheet, le fait de médicament, que ça passe, c'est liposoluble ou ça passe la BHE, dites-vous que le cerveau va être affecté d'une manière ou d'une autre, ou qui risque en tout cas. Culture personnelle, mais il y a une histoire aussi avec le Parkinson. La première génération de médicaments est extrêmement efficace chez la souris pour régler, vous savez, cette maladie qui amène des tremblements puis une réponse musculaire particulière. Puis les premiers médicaments étaient très efficaces chez la souris, mais les premiers essais cliniques chez l'être humain ne fonctionnaient pas parce que le médicament était bloqué par les astrocytes, par la BHE. C'était trop étanche et le médicament restait coincé ici, puis on ne pouvait pas cibler les neurones. Donc, il a fallu changer la composition du médicament, puis faire d'autres années de recherche pour justement le faire en sorte qu'il passe la barrière. Donc, vous voyez, cette barrière-là a une fonction biologique, mais c'est clair qu'il y a une implication, puis souvent des conséquences au niveau médical. Donc voilà, je fais ma petite parenthèse. Voilà pour la première fonction des astrocytes. Donc pour l'instant, vous êtes capable de me dire deux choses. Les astrocytes font partie c'est un gliocite qui fait partie du SNC. Donc si je vous demandais à quel endroit on les retrouve, SNC ou SNP, vous me dites SNC. Et vous êtes capable de me dire, sa première fonction, c'est de former une barrière pour contrôler le passage comme ça des molécules et protéger les neurones. Deuxième fonction très importante, et de mémoire, il n'en parle pas du tout dans le livre, ou très peu. Donc ça, faites attention, vous le rajoutez, il est écrit sur le PowerPoint, mais ceux qui lisent bien le livre, là, vous devez savoir ça, même si ce n'est pas écrit. Formation de synapses. Ça, vous ne savez pas c'est quoi, des synapses encore, on va en reparler à la prochaine capsule, mais dites-vous que c'est un point de connexion entre deux neurones. Okay. Maintenant, je fais le neurone A ici, neurone B. C'est un point de contact, c'est un point de communication. En fait, je vais dire ça comme ça. Une synapse, c'est un point de communication entre deux neurones. Donc, on a déjà vu en début de capsule que le neurone A, suite à des influx nerveux, peut relâcher des neurotransmetteurs dans ses boutons synaptiques pour aller stimuler le neurone B. Donc, ça se fait dans la synapse. Le relâchement de neurotransmetteurs et la stimulation sur l'autre neurone, c'est le point de communication. Et ce qui est intéressant, les astrocytes jouent un grand rôle dans la formation de synapses, de points de communication. Et je vous disais qu'un neurone, quand il est mort, on ne le remplace pas. Ça, c'est triste parce que c'est un peu déprimant. Quand on y pense, il y a 1 million de neurones en moyenne qui meurent à l'heure. Si vous vivez jusqu'à 90 ans, il vous en reste pas mal moins qu'à 20. Donc, ça, c'est plate. Et là, vous dites, ouais, mais là, je vais perdre mes capacités d'apprentissage et tout ça. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des astrocytes qui favorisent les points de contact. Alors, le neurone A, mettons ce neurone, là, c'est caricatural, mais ça vous donne un peu une idée du fonctionnement. Je suis dans la région de la mémoire, dans la région cognitive, le cortex préfrontal pour les analyses et tout ça, puis les trucs logiques. Si vous avez juste une synapse,
bon, vous avez un peu de mémoire, mais la notion n'est peut-être pas très acquise. Mais plus que vous étudiez bien, plus que vous utilisez la notion dans votre travail et tout, plus que vous venez renforcer la mémoire. Et ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'avoir le A, mettons, au lieu de faire juste une connexion avec B, il peut faire une branche ici qu'on appelle une collatérale. Il vient faire une deuxième connexion avec un neurone C, puis une troisième connexion avec D, puis il peut en faire 15-20 comme ça. Et là, on peut intervenir comme ça, puis renforcer ce souvenir. Plus que le souvenir est fort, plus que la notion est bien comprise, plus que ça a été un événement marquant au point de vue émotif, positif ou négatif, vous avez été humilié, vous avez été heureux, fier, peu importe, ça crée des synapses ou pas. Et les astrocytes sont particulièrement importants quand vous êtes en apprentissage. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que l'astrocyte émet une molécule chimique, le nom n'est pas à apprendre, qui va stimuler la création de connexions comme ça. Donc, augmenter l'efficacité du passage de l'influx nerveux, du relâchement de neurotransmetteurs, et ça vous permet d'être plus efficace au niveau du cerveau. On entraîne beaucoup nos muscles, on s'entraîne beaucoup au gym, la santé et tout, mais on ne pense jamais à entraîner nos synapses, notre cerveau. Vous autres, vous êtes étudiants, les synapses, ça marche dans le tapis. Mais un jour, vous allez peut-être moins étudier, vous allez avoir 40, 50 ans et tout, 70. Moi, je vous encourage à stimuler le cerveau en même temps que les muscles. Apprenez une nouvelle langue, retournez à l'école pour le fun, ou peu importe ce que vous faites. Lisez un domaine que vous ne connaissez pas. Ça vous permet de faire des connexions et garder ces neurones-là. Parce que le cerveau va faire un message. Ces synapses-là, je le disais, pas les neurones. Donc, conservez ces synapses-là. Le cerveau va faire un ménage. Si vous n'utilisez pas beaucoup ces connexions-là, exemple, une notion que je vous ai appris en début de session, puis dans 20 ans, vous ne l'utilisez pas, vous n'en souviendrez plus. On va détruire les connexions, on va en garder juste une. Donc, ça arrive là, à l'examen quand c'est pas trop intégré. Ah oui, je le sais, ça me dit de quoi, c'est sur le bout de la langue. Tu n'as pas détruit toutes tes connexions, mais il t'en reste plus beaucoup. Donc, c'est moins solide. Okay? Plus que tu vas utiliser la notion, plus que tu vas l'étudier, plus que tu vas faire des synapses. Donc, très relié au processus d'apprentissage. Et tout ça pour vous dire que les astrocytes, en produisant des molécules chimiques qui créent des connexions avec les neurones comme ça, va favoriser comme ça l'apprentissage, le développement de la réflexion, la mémoire et tout. C'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, parce qu'évidemment, on peut les construire ou les détruire, ces synapses-là. Donc, deux fonctions extrêmement importantes pour les astrocytes. Je pense au deuxième gliocyte, toujours dans la SNC, donc les épendymocytes. Donc, première des choses que je peux vous demander, dans quelle partie du système nerveux vous me dites que c'est central. Et ensuite, produit une chose du LCLS, ou dans le temps on l'appelait LCR, c'est la même chose, liquide cérébro-spinal. Les vieux livres ou les vieux profs parlaient de liquide cérébro-rachidien, ou peu importe, c'est la même chose, LCR, ceux qui ont appris ça. Mais c'est LCS, le terme de votre livre, donc liquide cérébro-spinal. On ne connaît pas ces fonctions aujourd'hui dans ma capsule. Je vais vous en parler beaucoup plus tard dans la session. Beaucoup plus tard, un peu plus tard. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu la magie, mais je vous dirais que le LCS est extrêmement important. C'est un peu, en gros, on déplace les déchets, des nutriments essentiels pour les neurones, dans des endroits où parfois le sang ne se rendra pas. Okay? Donc, généralement, ça va vous surprendre peut-être, mais vous allez vous rendre compte à un moment donné que le cerveau, il y a des trous, 4 gros trous avec des canaux. Les trous, ça s'appelle des ventricules, un peu comme le cœur, et c'est rempli d'LCS. La moelle épinière, il y a un trou au centre aussi, qu'on appelle le canal central, qui est rempli d'LCS. Et le liquide circule donc dans ces cavités-là, à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur de la moelle épinière, et je vais aller plus loin que ça. Ça va vraiment vous surprendre, mais il y a du LCS, du liquide autour du cerveau, et c'est un liquide qui ressemble beaucoup à l'eau. Je donnerais un verre de LCS, puis un verre d'eau, ne ferait pas vraiment la différence. C'est à peu près la même chose, c'est un liquide translucide, transparent, aqueux, qui est à 99% d'eau. Donc, le cerveau flotte dans l'eau, dans votre tête, dans votre crâne, étonnamment. Et ce LCS, donc, va circuler à l'intérieur et à l'extérieur du cerveau, à l'extérieur de la moelle et à l'intérieur de la moelle, assure plusieurs fonctions qu'on verra éventuellement. Tout ce que je veux que vous sachiez pour l'instant, les épendymocytes, les cellules qui sont ici, dans le fond, ils ont des espèces de prolongements qui ressemblent à des cils un petit peu. En bleu, c'est la cavité, c'est un trou, et en bleu, ça symbolise le liquide. Donc, littéralement, les épendymocytes produisent du LCS qui vont déverser comme ça.
c'est des producteurs de liquide. Et s'ils n'en produisent pas assez, ça peut amener des problèmes. Ils en produisent trop ou le liquide reste coincé dans un ventricule, ça peut amener des problèmes de pression, ça peut pousser très fort sur le cerveau puis faire des dommages. Mais chez une personne en santé, on produit 24 heures sur 24 du LCS, puis il est évacué au fur et à mesure. Il retourne en circulation sanguine éventuellement, on verra ça un autre jour. Pour l'instant, tout ce que je te demande, épendymocyte, fonction, produit du LCS au niveau du SNC, donc la moelle et le cerveau. Microglies, c'est des leucocytes, c'est des macrophages en fait. Donc, c'est des Pac-Man. On est là pour manger, digérer d'autres cellules, d'autres molécules toxiques, des débris cellulaires. Donc, en fait, on fait de la phagocytose, phagocyte. Phago, ça vient du grec, ça veut dire manger. Les neurones qui sont morts, les cellules après une lésion, peu importe, on mange les déchets, les débris, on les digère, on les élimine. S'il y a des bactéries qui vous infectent, une méningite, ça peut être un micro-organisme qui attaque certaines couches de tissu autour du cerveau. Donc, dans ce cas-ci, on a des microglies qui peuvent digérer ces bactéries-là s'ils passent à l'intérieur du tissu nerveux, au niveau du cerveau. Donc, c'est vraiment là pour vous protéger puis faire le ménage. Donc, on mange les bactéries, les débris, les cellules mortes. Oligodendrocyte, donc c'est des cellules du SNC qui fait la gaine de myéline. Donc on voit la gaine de myéline ici. Ça, c'est un oligodendrocyte, projette de la myéline pour entourer l'axone et l'isoler et le protéger. On verra la fonction de la myéline bientôt, mais pour l'instant, si je vous demande la fonction d'un oligodendrocyte, non seulement tu es capable de me dire que ça fait partie du SNC, donc cerveau-moelle, mais en même temps, tu sais que ça produit la gaine de myéline. Okay? Donc voilà pour les 4 cellules. Maintenant, il m'en reste 2 gliocytes, mais là, on fait attention, on quitte le SNC pour aller dans le P, donc le périphérique. Alors, tout ce que je dis, on n'est plus dans le cerveau, on n'est plus dans la moelle épinière. On est au niveau des nerfs, des ganglions, donc tout ce qui est périphérique, autrement dit, tout ce qui n'est pas un cerveau ou une moelle. Il y en a juste 2 ici. On a les cellules ou les gliocytes ganglionnaires. Parfois, on parlait de cellules satellites. C'est un synonyme, un ou l'autre, ça veut dire la même chose. Satellite, j'aime ça parce que ça démontre un peu la fonction. Regardez bien. Ici, j'ai un neurone avec le corps cellulaire, le noyau, l'axone et tout ça. Maintenant, ce que je vais faire remarquer, c'est les petites cellules mauves ici, que j'encercle. Ça, c'est les cellules satellites ou les gliocytes ganglionnaires. C'est des cellules... Un satellite, c'est quoi? C'est comme la Lune, hein? Ça gravite autour de la Terre. Ben, les cellules satellites gravitent autour du neurone. En fait, littéralement, elles vont s'assir, s'appuyer sur la membrane cellulaire du neurone et forment une espèce de couronne cellulaire. Donc, c'est des mini-cellules comme ça qui vont faire une couronne et qui protègent le neurone. Donc, le premier mot-clé, ça fait comme un bouclier cellulaire, on protège. Fait que les éléments toxiques ou chimiques qui voudraient rentrer dans la cellule doivent, au début, passer à travers la couronne de cellules ganglionnaires pour pouvoir passer dans la cellule. Puis la même chose si on sort des molécules. Donc, c'est vraiment une couronne protectrice. Ensuite, on contrôle l'échange de nutriments, effectivement. Moi, je dis tout le temps que c'est des cellules qui vont nourrir le neurone, permet le passage du glucose ou va bloquer le passage du glucose. Donc, on va contrôler vraiment les nutriments vers l'intérieur selon les besoins du neurone. Donc, c'est les 2 mots-clés ici. Alors, je peux vous poser 2 seules questions à l'examen. Hein. Ce n'est pas un scoop, là, je ne peux pas en inventer d'autres. Les cellules ganglionnaires ou satellites font partie appartiennent à quelle section du système nerveux? C'est la SNP, périphérique. À quoi ça sert? Protège, nourrit les neurones, tout simplement. Et le neurolémocyte, si on fait attention, c'est exactement la même fonction que l'oligodendrocyte. On forme la gaine de myéline. OK? Donc, forme la myéline ici autour de l'axone. Alors là, je vous dis, mais pourquoi qu'on a 2 noms différents pour une cellule qui fait la même chose? Je vous pose la question. Mais il y a une différence importante. L'oligodendrocyte, on le trouve dans le SNC, cerveau et moelle. Le neurolémocyte, on le retrouve dans le SNP. Donc oui, les 2 cellules ont la même fonction, mais n'ont pas le même nom parce qu'on ne les retrouve pas au même endroit. Mais effectivement, les 2 vont faire de la gaine de myéline. Justement, parlons de myéline un peu. Donc essentiellement, que ce soit dans le SNC pour l'oligodendrocyte ou le SNP pour le neurolémocyte, donc comment on fabrique la myéline et à quoi ça sert? Donc, la première des choses, la myéline, je vais vous parler un petit peu de ses fonctions. On voit l'axone qui est ici. Et autour, j'ai une substance blanchâtre qui est une graisse, un lipide, qui vient entourer, un peu comme un manteau, là, protecteur autour de l'axone. À quoi ça sert la myéline? 2 choses.
ça protège l'axone. Donc, s'il y a un choc mécanique, un coup, une lésion, ben, ça me fait un coussin protecteur. Il faut que je brise tout ça avant d'affecter l'axone. Donc, une certaine protection. C'est sûr, vous avez un accident de voiture, on est dans le microscopique ici, ben, où vous tranchez avec un couteau, ben, c'est sûr que ça risque de passer au travers, c'est microscopique. Mais certains chocs, certains problèmes pas trop forts, pas trop intenses, ben, on va protéger comme ça. L'autre chose, c'est un isolant électrique. Et un isolant électrique, ça augmente l'efficacité du signal électrique. Donc, les influx nerveux sont plus efficaces. Et les signaux électriques ici vont circuler comme ça dans l'axone, mais comment ça marche, vous ne savez pas trop encore, ça va être le sujet de la prochaine capsule, mais en gros, c'est des charges. Hein? Je vous l'ai dit, il y a des charges positives et négatives, et les charges qui circulent ici, exemple, si c'est des charges positives, devront se déplacer dans l'axone comme ça. Si je n'ai pas d'isolant électrique comme ici, ben, imaginez-vous que j'ai 100 charges, puis ici, c'est nu. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est les endroits où je risque de perdre des charges. Mettons que j'ai 100 charges, ben, je peux en perdre 3 ici, j'en perds 10 là. Qu'est-ce qui arrive? Ben, j'en ai plus 100. Donc là, j'en ai, exemple, 87. Hein? J'en ai perdu 13. 3 d'un bord, 10 de l'autre. Ben, il m'en reste juste 87. Donc, c'est moins efficace. Mais si j'ai un isolant électrique, les 100 charges vont rester coincés. C'est pas possible de sortir. Il y a un gros manteau de lipides qui protège ici. Donc, ça permet de concentrer mes charges dans l'axone et il n'y a aucune perte ou très peu. Donc, les 100 charges vont rester ici puis vont pouvoir circuler. Fait que quand j'arrive à destination, j'en ai encore 100. Il n'y a aucune perte de charge ou d'ion, tout simplement. Donc, ça rend tout simplement l'isolant électrique de la myéline va rendre le message électrique, l'influx, beaucoup plus efficace. Okay? C'est aussi simple. Donc, on protège. C'est un isolant électrique qui permet d'augmenter l'efficacité de l'influx nerveux. Ça, c'est les fonctions de la myéline. Maintenant, comment je fais pour la fabriquer? Le processus est très similaire entre le neurolémocyte et le LIGO. Donc, je vais utiliser le neurolémocyte comme modèle avec les différentes étapes, mais en gros, c'est à peu près la même chose. La grosse différence, c'est qu'en fait, si je prends le système nerveux périphérique avec les neurolémocytes ici, bien, vous remarquez que sur l'axone, c'est plusieurs cellules. OK? On voit ici, mettons l'axone, ben, j'ai une cellule qui vient se raccrocher comme ça à l'axone, et cette cellule-là, c'est le neurolémocyte. Dans son cytoplasme, on va produire de la myéline qui va, par couches successives, se déposer sur l'axone. Donc, une cellule couvre comme ça, en fait, la cellule, littéralement, le neurolémocyte vient s'accrocher et couvre une petite section de l'axone. Exemple, ce que je pointe par la flèche ici, c'est un neurolémocyte, j'en ai un deuxième, j'en ai un troisième, un quatrième, etc. Donc, pour faire un axone, ça me prend beaucoup de neurolémocytes un à la suite de l'autre. Et là, je fais remarquer un détail important que je ne vous ai pas montré sur le schéma d'anatomie au début de la capsule, mais que je veux que vous sachiez. Je vous ai parlé déjà de l'axone, c'est les dendrites, l'axone, gaine de myéline, mais remarquez maintenant qu'il y a une nouvelle structure que je n'ai pas présentée encore. Entre les cellules, ils ne se touchent pas, il n'y a pas de la myéline en continu, il y a des espaces nus. Si je fais ça en agrandissement, en fait, on appelle ça des nœuds de Ranvier ou des nœuds de l'axone. Si je fais ça en agrandissement, ça c'est un axone, ben, j'ai un neurolémocyte qui fait la gaine de myéline qui couvre ici. Mais vous pensiez peut-être que c'est en continu, c'est faux. Il y a un espace toujours. J'ai un deuxième neurolémocyte qui vient sur l'axone, un troisième. Donc, on peut en faire des millions comme ça. Mais ici, ce que vous voyez, c'est que j'ai deux endroits que je pointe avec des flèches, qu'il n'y a pas de myéline et qu'il n'y a pas de neurolémocyte. Donc, ce n'est pas efficace à 100%. On va dire ça autrement. Il y a des petits bouts qui sont nus, qui n'ont pas de myéline au niveau de l'axone. Et les petits bouts qui n'ont pas de myéline, qui sont nus, si vous voulez, qui n'ont pas de neurolémocyte, on appelle ça des nœuds. Les nœuds de Ranvier ou des nœuds. Ou les nœuds de l'axone. Il y a une fonction importante dans les nœuds. Et ça, je veux que vous le notiez. Je vous avais dit que le premier influx nerveux était créé dans la zone gâchette, mais je vous ai aussi dit qu'il y a des millions d'influx nerveux qui vont être produits dans l'axone après. Et là, je vais être plus précis maintenant. Les autres, pas le premier influx dans la zone gâchette, mais le numéro 2 jusqu'à 300 000 puis 1 million, donc tous les millions d'influx nerveux après le premier sont faits à des endroits spécifiques dans les nœuds.
Donc, on va produire les autres influx pour se rendre jusqu'à la fin du neurone. Et on verra bientôt dans la prochaine capsule qu'on ne peut pas créer d'influx ici à cause de la myéline. Ça me prend des endroits qui n'ont pas de myéline. Pourquoi? Parce que tantôt, je vous disais que ça prend des charges positives pour faire un influx. Les charges positives ne sont pas capables de passer à travers un manteau de myéline. Donc, on pourra les faire passer entre deux éléments de myéline comme ça, à l'endroit où il n'y en a pas. On verra qu'on parlera de transport membranaire que vous avez déjà étudié. Là, on a des canaux comme ça pour faire du transport et déplacer les charges comme ça positives vers l'axone pour créer d'autres influx. Donc, ce que tu peux imaginer, c'est qu'à chaque endroit où il n'y a pas de myéline, on peut créer des influx. Techniquement, je pourrais faire un influx dans le premier nœud ici, puis je pourrais en faire un deuxième. Donc, le premier est produit dans la zone gâchette. On se déplace. Dans le nœud ici, on fait un deuxième. Le prochain nœud, un troisième, etc. Puis on va faire ça comme ça jusqu'au long. Donc, 3 éléments. Myéline protège, isolant électrique. Il y a des endroits qui n'ont pas de myéline, on appelle ça des nœuds. Et les nœuds, c'est là qu'on va faire les autres influx nerveux. Donc, c'est juste ça que je te demande de retenir pour tout de suite. Dernier élément, un peu plus long à expliquer, comment on fait pour produire de la myéline. Donc, dans ce cas-ci, les neurolémocytes, je l'ai dit tantôt, c'est plusieurs cellules qui s'accrochent. Quand on est avec les oligodendrocytes, on fait de la myéline, mais au niveau du système nerveux central, donc exemple le cerveau, ça fonctionne un peu différemment. L'oligodendrocyte, lui, contrairement aux neuros qui s'attachaient directement sur l'axone, il est loin, il reste à distance, puis il fait des projections de cytoplasme comme ça, qui vient envelopper l'axone. Et un seul oligodendrocyte est capable de faire de la myéline pour 3-4 neurones différents. Donc, vous voyez, ici, j'ai 3 axones. Un ici, 2, 3. Et le même peut faire de la myéline pour le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors qu'ici, un neurolémocyte peut couvrir un seul neurone. C'est du 1 pour 1. Alors qu'ici, on peut faire du 1 pour 3, 1 pour 4, peu importe. Donc, c'est un peu plus efficace avec les oligodendrocytes. C'est une différence. Mais pour le reste, c'est la même chose. On produit de la myéline. Et comment ça marche? Bien, le modèle qu'on utilise pour vous expliquer en classe, c'est le neurolémocyte. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le SNP? Exemple, les nerfs de vos bras, vos jambes. Bien, l'axone. Donc, première étape, j'ai un axone. Étape 1, le neurolémocyte vient s'accrocher à l'axone et s'enroule autour de l'axone. Donc, des fois, ça, vous ne le comprenez pas, mais c'est une cellule, le neurolémocyte. Hein? C'est un noyau, c'est du cytoplasme. Il y a des organettes et tout. Et là, ce qui est particulier, c'est que la cellule va vraiment s'entourer, le neurolémocyte va entourer, s'enroule littéralement autour de l'axone. Ça, c'est la première étape. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le neurolémocyte, pour moi, là, je ne suis pas le livre nécessairement, c'est ma façon là, de faire. Là. Si ce que je dis est clair, c'est suffisant, peu importe ce que le livre écrit. Donc, l'étape 2, pour moi, le neurolémocyte va commencer à produire un lipide qui s'appelle la myéline. C'est donc une graisse. Et la myéline va s'accumuler dans le cytoplasme. C'est ce qu'on voit ici en bleu. Okay? Donc, tout ça, c'est le cytoplasme. Il n'y a pas de myéline pour l'instant. À l'étape 2, je commence à produire des couches de myéline. Et là, la graisse, la myéline, va s'accumuler comme ça dans le cytoplasme. Par couche, on dit que c'est des couches concentriques, c'est-à-dire circulaires. J'ai une première couche qui se dépose ici, autour de l'axone. Une deuxième par-dessus, puis là, on fait des étages comme ça. Et ce qui va arriver, c'est qu'à l'étape finale, mettons l'étape 3, on va dire, mais là, le cytoplasme est complètement bourré de myéline. Le noyau ici qui contient l'ADN dans le neurolémocyte, qui était complètement écrasé. Regardez, il est central ici, puis à la fin, il est écrasé comme ça contre la membrane. Il n'y a plus de place. Littéralement, le cytoplasme est beaucoup moins fonctionnel pour cette cellule-là, pour ce neurolémocyte, parce qu'on a bourré à 100%, on a complètement rempli le cytoplasme avec la myéline, et il n'y a plus de place. Et ça fait donc une couche très épaisse de graisse. Hein? On voit ici, là, c'est tout ça, et ça protège l'axone, ça fait un isolant électrique. Donc, c'est très simple, en résumé, la cellule se fixe, le neurolémocyte se fixe à l'axone, s'enroule autour, commence à produire de la myéline par couches successives, et une fois que le cytoplasme du neurolémocyte est complètement rempli de myéline, c'est terminé, la gaine de myéline est fonctionnelle, elle peut faire sa fonction biologique.
OK, donc, dans de très rares cas, il y a des axones dites amyélinisés, donc ils n'ont pas de myéline. C'est possible. Donc, ça veut dire absence. Il y en a quelques-uns neurones au cerveau, exemple, qui n'ont pas de myéline. L'influx nerveux va se déplacer de façon moins rapide, moins efficace. Donc, les chiffres ne sont pas à retenir, mais pour donner une idée, quand il n'y a pas de myéline, c'est 11 mètres secondes. 10 à 11 mètres secondes. C'est quand même rapide. Vous dites 1, je viens de faire 11 mètres. 2, un autre 11 mètres. Mais quand même, quand il y a de la myéline, on roule à 100, 120 mètres secondes. C'est d'une vitesse incroyable. Donc, l'influx nerveux va se déplacer à peu près à 100 mètres secondes sur l'axone. Quand je vous disais que la myéline rend le déplacement de l'influx plus efficace, on le voit bien. Mais il y a quelques axones comme ça dans le cerveau, entre autres, il n'y a pas de myéline et c'est tout à fait correct. Par contre, il y a des maladies qui font qu'on peut attaquer la myéline, exemple, maladie auto-immunitaire, des fois il y a des micro-organismes, des virus qui vont attaquer aussi. Je pense entre autres à la sclérose en plaques, qui est une maladie dégénérative au niveau du système nerveux, mais concrètement, c'est de la culture, vous n'avez pas retenir, mais on détruit littéralement la gaine de myéline, neurone par neurone. Et là, ce qui va arriver, en fait, mon dessin n'est pas bon parce qu'ici, en fait, c'est un neuronémocyte sans myéline. Je vais aller de l'autre côté. La myéline ici, je la détruis littéralement. Bon, un neurone, pas de myéline, moins efficace, c'est pas si mal, mais avec les années, c'est une maladie neurodégénérative. Puis, pourquoi? Bien, à un moment donné, si vous avez 10% de vos neurones qui n'ont plus de myéline, 20%, 30%, 80%, c'est là qu'on va avoir des troubles. Des troubles au niveau du cerveau ou des fonctionnements du cerveau, mais souvent, c'est très musculaire. Hein, les premiers symptômes, on voit que là, ça peut être compliqué de marcher, les mouvements et tout ça, parce que là, les neurones moteurs n'ont plus de myéline, donc l'efficacité de déplacement de l'influx est moindre. Puis, il peut y avoir plusieurs causes, mais c'est souvent auto-immun. Donc, suite à une infection, on développe des anticorps qui vont éliminer le virus ou la bactérie, mais malheureusement, c'est des anticorps. Des fois, la protéine virale ressemble à une protéine ou un antigène ou une molécule, si vous voulez, là, qui est à la surface, qui ressemble à la myéline. Donc, littéralement, on va détruire cette gaine-là. Vous produisez des anticorps contre vos propres cellules. C'est ça une maladie auto-immune. C'est comme si on ne reconnaît plus votre cellule. Puis au meilleur de mes connaissances, il n'y a pas vraiment de traitement. On ralentit. Hein. Des fois, on donne des médicaments qui vont bloquer la réponse immunitaire quand c'est auto-immun, comme ça, pour essayer de ralentir la destruction. On soulage des symptômes, mais généralement, malheureusement, on ne guérit pas cette maladie-là. Bon, là, je ferme la parenthèse. La plupart des gens qui sont en santé, qui n'ont pas cette maladie, bien évidemment, on a un grand nombre de neurones qui ont la myéline, comme j'ai expliqué tantôt. Et les nœuds de Ranvier ou les nœuds de l'axone ou de la neurofibre, c'est la même chose. Bien, j'en ai parlé tantôt, c'est les espèces d'espace entre la gaine de myéline où on peut produire des influx nerveux. Donc, voilà, c'est une autre façon de dire les choses. Et finalement, je termine avec cette diapo-là. On va parler de régénération axonale. Et là, vous faites très attention parce que je vous ai dit qu'un neurone, quand il meurt, c'est fini, on ne peut pas le réparer. Mais il y a un certain mécanisme de réparation qui peut se faire et c'est surtout, et ça fait bien attention, c'est dans le système nerveux périphérique. Il n'y en a pas dans le central ou très peu. Donc, ce que je vais vous expliquer dans 2 secondes, la régénération, ou si vous préférez la réparation, c'est la même chose. Donc, régénération axonale, en fait, on dit que c'est limité, voire inexistant dans le central. Donc, s'il y a des lésions au niveau du cerveau ou de la moelle, c'est pas mal fini. D'habitude, c'est assez définitif, très peu de chances de réparer. Si ça se passe au niveau d'un nerf périphérique ou spinal, si la lésion n'est pas trop grave, évidemment, on a des moyens de réparer qui sont très bien connus et c'est ce qu'on appelle le processus de régénération axonale. Donc, si vous voyez ce terme-là à l'examen dans un travail, dans votre tête, il y a une lumière qui allume et qui vous dit c'est simplement réparer un nerf. Comment ça se produit? Ça se produit en plusieurs étapes. Et encore là, je ne respecte pas les étapes du livre. J'explique ça un peu différemment. C'est un peu simplifié de ma manière et c'est suffisant. Donc, si ce que je vous dis est clair, ça me va. Vous pouvez y aller aussi avec le livre, là, mais le minimum que je demande, c'est ce que moi, je vais dire. Donc, on va commencer par un accident, un traumatisme, une lésion. Je ne sais pas, vous avez un accident de moto, exemple. Évidemment, briser la peau, des vaisseaux sanguins, ça saigne, peut-être infection et tout, mais il y a un nerf au niveau de votre jambe qui est touché, exemple. Si le nerf est touché de façon grave, la lésion est permanente, puis vous perdez une fonction. C'est un nerf sensitif, vous perdez la sensation. C'est un nerf moteur,
ben, vous êtes paralysé pour un muscle. Si c'est un nerf mixte, vous perdez sensation et motricité. Mais exemple, si la lésion n'est pas trop grave, et comme ça touche la jambe, puis je suis dans la SNP, il y a une chance qu'on fasse la réparation, donc la régénération axonale. La première étape, c'est étonnant, mais la première étape de réparation, c'est l'accident en soi. Ça va enclencher un processus. Et ce que ça fait ici, regardez, la lésion est juste ici. Mais, bon, exemple, ici, c'est le muscle de la jambe, pour qu'on s'entende. Hein? Donc, on va dire que ça, c'est un muscle de la jambe, qui est l'effecteur. Puis ici, c'est un neurone moteur, évidemment. Si ce neurone-là est brisé, ben, on n'est plus capable de contracter le muscle, la jambe ne bouge pas. Okay? Bon, évidemment, c'est l'exemple d'un neurone, mais imaginez-vous que c'est des millions de neurones qui ont été touchés en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la lésion est au centre ici. C'est ici que ça ne marche pas. Donc, l'influx s'en va comme ça, puis hop, on ne se rend pas ici. Et par contre, cette partie du neurone est intacte, puis on est vraiment connecté sur le muscle. Comment on fait pour réparer? Bien, étonnamment, l'accident, le traumatisme, à la première étape, va provoquer une destruction de la partie saine du neurone. C'est ça qu'il faut comprendre, qui est un peu bizarre pour vous autres. Là, je te dis, ben, qu'est-ce que tu viens de nous dire là? Tu nous dis, Stéphane, qu'il faut détruire ce qui fonctionne. Effectivement, mais pas au début, ce qui est après la lésion. Donc, avec la lésion et tout ce qui est après, jusqu'au niveau de l'effecteur, on va détruire tout ça. Okay? On va faire le ménage, on va reconstruire ça en neuf. Et c'est un petit peu ça qu'on vous illustre ici. Regardez bien. Le traumatisme provoque une lésion dans l'axone, c'est mon point de départ. Et aussitôt qu'on détecte la lésion ici, le processus qui s'enclenche, c'est qu'on va, on le voit ici, là, on va détruire le reste. Donc, après l'axone vers le muscle, on va détruire le reste de l'axone. Alors, ce qu'on fait, on va, comment je dirais, ça va gonfler et on va comme fermer un peu la section ici et oublier la portion distale, ça veut juste dire la portion qui s'en va vers l'effecteur. Et ce que ça dit ici, c'est qu'on va désintégrer littéralement la dernière partie de l'axone, les boutons synaptiques. Et pendant ce moment-là, le muscle ici n'est plus innervé, il n'y a plus de contact. Tu ne peux plus contracter le muscle ici, c'est pas possible. Et pendant ce moment-là, la personne ne peut pas faire le mouvement qui implique le muscle. Évidemment, c'est plusieurs neurones qui sont touchés. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va faire une espèce de tube un tube de réparation. Okay? On appelle ça un tube de régénération. C'est quoi? Ben, c'est simplement un tissu. Okay? Donc, le tissu conjonctif qui est autour de l'endonerve, on va régénérer de l'endonerve. Et regardez bien ici, l'axone arrête là. On a carrément détruit. Hein? Ici, on le voit. Là, on a vraiment coupé l'axone puis on l'a détruit, ce qu'on voyait ici. Donc là, il manque un axone. Il va falloir le reconstruire. Pour faire ça, je vais faire un tube de régénération et c'est à l'intérieur qu'on va faire la réparation, la régénération axonale. Donc, à ce niveau-ci, j'ai une partie du neurone qui va entrer en contact avec le tissu conjonctif. Donc, l'endonerve et le neurolemme vont former une espèce de tube, ce qu'on appelle le tube de régénération. Neurolemme, c'est pas tant important le terme. Dites-vous... pour l'instant, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, on le verra plus tard, mais pour l'instant, même en endonerve, même si on l'a déjà vu, ce n'est pas tant important. C'est juste que les tissus autour de l'axone, tissu conjonctif, une partie du neurone, une partie des neurolemocytes qui sont autour pour faire la gaine de myéline, tout ça interagit ensemble, ça forme un gros tube. Okay? C'est ça qu'on appelle le tube de régénération. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, une fois que j'ai formé mon tube de régénération, à l'intérieur, on va amorcer des processus qui vont me permettre de reconstruire un axone. Un axone, c'est une cellule, c'est une partie de cellule, c'est-à-dire c'est du cytoplasme, des membranes de phospholipides et tout. Donc, on synthétise des phospholipides, on fait du cytoplasme, des organites, mitochondries, toute la kit, et ça se recrée à l'intérieur du tube de régénération. Et tranquillement, pas vite, on rallonge l'axone et rendu à proximité du muscle, l'effecteur, on va même faire les télodendrons ou les terminaisons axonales, les boutons synaptiques, et là, l'innervation, donc le contact entre le muscle et le neurone moteur se fait et on peut contracter à nouveau le muscle. Donc, autrement dit, la régénération axonale me permet de reconstruire un axone fonctionnel si la lésion n'est pas trop grave. Et ça explique les cas miraculeux des fois. Il y a des gens qui vont être paralysés d'une jambe, puis ils restent paralysés. Puis tu as des gens qui restent paralysés pendant 1 mois, 2 mois, puis ils se remettent à marcher pour
plein de causes explicables ou non explicables. Mais ici, ça peut être une hypothèse qui explique certains cas. C'est simplement le temps que ça a pris à refaire la régénération, qui peut être longue parfois, ou plus ou moins efficace. Donc, parfois, la régénération va se faire sur une longue période, et évidemment, tant que je suis dans la situation ici qu'il n'y a pas de contact entre le muscle et le nerf, ben, il ne fonctionne pas, ce muscle-là. Et le jour qu'on a tout réparé, ben là, le muscle recommence à se contracter. OK? Donc, ça peut expliquer ces situations-là. Alors, j'ai dit beaucoup de choses, mais dans le fond, pas tant. OK? Si on résume ça, ça se résume à peu près en 2-3 phrases. Régénération axonale, c'est donc un processus de réparation qui se fait seulement dans le système nerveux périphérique. Suite à une lésion ou un accident, qu'est-ce qu'on fait? Bien, la première étape implique qu'on va détruire l'axone, puis les terminaisons, les boutons synaptiques, donc tout ce qui est après la lésion, on détruit ça, on fait le ménage. On a même des macrophages qui vont éliminer les débris et tout. Une fois qu'on a tout détruit et on a fait le ménage, deuxième étape, on forme un tube de régénération et à l'intérieur de ce tube, on va commencer à resynthétiser un nouvel axone et des nouveaux télodendrons, des boutons synaptiques. Et une fois que tout a été reconstruit, bien, l'innervation reprend et c'est possible aux neurones, dans ce cas-ci, c'est un neurone moteur, donc de contracter, de stimuler la cellule musculaire. Puis, tube de régénération, c'est pas important le détail là, du neurone de l'endonerve, mais dites-vous que c'est comme un tube qui est formé à partir du tissu conjonctif, partie du neurone et une partie du neurolémocyte qui forme la gaine de myéline. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas dit, mais on resynthétise une gaine de myéline et tout. En fait, on refait tout un vrai neurone fonctionnel. Et évidemment, si je fais un long neurone moteur comme ça, si la lésion se fait ici, la réparation est plus longue parce qu'on va détruire tout ça. Si je refais un autre neurone et la lésion est proche de la fin, on va détruire tout ça, mais le reste reste fonctionnel. Okay? Donc, évidemment, on détruit toujours ce qui est à la droite après la lésion vers l'effecteur, évidemment. Alors voilà, ça conclut notre petite capsule pour aujourd'hui. Alors, comme toujours, s'il y a des questions, ne vous gênez pas. La séquence 4, c'est une séquence qui est un peu plus ardue. Particulièrement, la prochaine capsule que je vais faire, là, ça, on va être plus dans l'abstrait un petit peu. Des fois, c'est un peu difficile. On va avoir beaucoup d'images, puis pas mal de concepts avec ça. En fait, la prochaine capsule, on va parler de la neurophysiologie. Donc, la question que je vais essayer de résoudre dans la prochaine capsule, comment on fait pour fabriquer un influx nerveux? Comment on fait pour arrêter de faire des influx? Et vous allez voir, c'est très, très moléculaire, puis au niveau de la chimie puis des ions, mais en même temps, c'est fascinant de savoir que votre cerveau, vos émotions, qu'on est triste, heureux, nos capacités d'apprentissage dépendent de ces petits ions-là. Un petit Na+, un petit calcium, un petit chlore, et ça fait en sorte qu'on va faire des influx ou non. Donc, vous allez voir, ça va nous expliquer en fait un peu comment votre cerveau fonctionne éventuellement. Alors, je vous souhaite une très bonne étude, puis on va se revoir dans une prochaine capsule.